Christmas sprinkler. Je rappelle le titre de ta conférence Agile Tour, surmonter les antipatrons culturels nuisants à DevOps. DevOps, c'est quoi, selon toi? OK. DevOps, c'est... Selon moi, je vais te dire, ce que ça apporte, DevOps, ou c'est quoi? C'est le step après l'Agile. Beyond Agile, là, OK, quand on a déjà mis en place des très bonnes pratiques agiles, et surtout des bonnes pratiques d'ingénierie agile, Oui. bien, Sonic Agile devient un tremplin pour s'en aller DevOps. Donc, DevOps, c'est quand on fait de l'intégration continue puis du déploiement continu de nos applications parce qu'on a de très, très solides pratiques de gestion de configuration, de monitoring de nos fonctionnalités. Donc, on fait des mesures dans notre logiciel qu'on déploie pour regarder sa performance à l'exécution et automatiquement déceler des problèmes et faire un rollback s'il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Et évidemment, c'est test automatisé mur à mur. Mais oui. Parce qu'on ne pourrait pas faire du déploiement continu si ce n'est pas entièrement testé, s'il faut qu'on se mette à tester manuellement des portions de l'application en cours de route. Non, ça ne marche pas. Là. OK? Donc, tout ça, ça amène les développeurs, évidemment, à penser autrement, à prévoir ces éléments-là à même le code quand ils développent. Fait que ça demande une discipline assez importante. Fait que quelqu'un qui n'est pas passé par l'agilité et les différentes pratiques d'ingénierie agile, il va avoir de la difficulté à faire du DevOps. Sauf que quand on lit le livre de Mme Forsgren, on comprend que DevOps, si vous n'y allez pas aujourd'hui, votre compétition alentour, elle s'en va là, elle. Oui, c'est sûr. OK? Fait que c'est autant que j'étais convaincue en 2006 que Agile, c'était the way to go, puis que j'étais une fervente... une fervente promoteur de l'agilité, déjà à cette époque-là. Autant aujourd'hui, je suis convaincue que la prochaine vague, c'est DevOps. OK. Puis quels sont les antipatrons culturels? Les antipatrons culturels, en fait, cette présentation-là, il faut que je dise, là, c'est l'idée initiale n'est pas de moi. L'idée initiale est de mon ami Jean-Marc Lavoie, mon ami et collègue Jean-Marc Lavoie, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé déjà dans l'industrie et avec qui j'ai fait l'ensemble de mes cours de maîtrise. OK. Jean-Marc est un développeur exceptionnel et c'est quelqu'un de très pragmatique et qui fait des pieds puis des mains depuis quasiment 2 décennies. Parce que la dernière fois que j'ai travaillé avec lui comme développeur en industrie, c'était chez Touchtones Digital Jukebox en 2000 et 2001. OK? Et déjà, à ce moment-là, on avait de l'intégration continue, que c'était lui qui avait automatisé, avec des tests automatisés, avec feedback automatique si le build était brisé. OK. Ça buildait aux 10 minutes. Tu sais, à une époque où le monde tripait parce que ça buildait la nuit, là, nous autres, on avait des builds aux 10 minutes. Aux 10 minutes. Tu travailles avec Christian Demers? Oui. Oui, OK. C'est un petit monde, hein? C'est un petit monde. Oui, c'est ça. Et là, Jean-Marc est à son compte. Il est actuellement architecte dans une grande organisation connue. Okay. Et il se bat pour mettre en place des pratiques DevOps pour des systèmes on parle des dizaines de milliers d'utilisateurs dans la province, là, puis même ailleurs au Canada. Donc, il ne veut pas avoir à se casser les nénettes pour se casser le pécic, là, c'est ça, là. L'expression québécoise très rigolote. Là. Donc, il ne veut pas avoir à se faire réveiller un dimanche matin à 3 heures parce que l'application a planté, puis que là, il y a un rollback à faire. Il va automatiser tout ce processus-là et il rencontre un certain nombre d'antipatrons culturels. C'est-à-dire que la culture de l'organisation, puis ça peut être
des développeurs comme des cadres intermédiaires ou des cadres supérieurs, ils vont être réfractaires à mettre en pratique ou à mettre en place, disons, des pratiques recommandées ou qui sont nécessaires quand on veut faire du DevOps. OK. Et, Ils sont réfractaires, tu dis? Ils sont réfractaires. Pourquoi? Par exemple, libeller une version de l'application. OK? Ouais. Donc, quand tu fais 3 versions par année de ton logiciel, tu y donnes un numéro de version. OK? Tu vas libeller l'ensemble des éléments du code qui composent cette version-là et possiblement la documentation qui l'accompagne. Quand tu te mets à faire du déploiement continu, tu n'en as plus de numéro de version. Ou si tu y tiens mordicus à en avoir un, ben ça ressemble plus à un timestamp, là. Mais ça aussi, c'est automatisé, donc... Oui, mais tu as des développeurs qui tiennent mordicus à avoir un numéro de version. Ben là, faut que tu te battes contre ça, là. Okay. Tu essaies de les convaincre, puis ça fait 20 ans qu'ils ont un numéro de version, là, ils en veulent un encore. OK. OK? Bon, c'en est un des antipatrons, OK. tu sais, ce genre de truc-là. Et le fait de vouloir des versions, ça nuit aux efforts de mettre en place une culture de... Mettons que c'est pas le premier antipatron. Ouais. C'est même pas parmi les 6 principaux qu'on sort, là, mais c'est symptomatique des résistances au changement qu'on va retrouver. Puis parmi les 6, un des plus juteux, ça peut ressembler à quoi? Oh, les Snowflake Server. Les quoi? Pardon? Les Snowflake Server? Snowflake Server. Il va falloir que tu m'expliques ça. C'est un terme que je ne connais pas du tout. Oui, c'est un terme auquel j'ai été introduite quand j'ai commencé à lire sur le DevOps, à m'intéresser à ça. Snowflake Server, c'est... Ben, tu sais, quand tu te mets à faire de l'intégration continue, tu as besoin de pas juste automatiser ton code, mais la manière dont tu vas monter tes serveurs. OK? Parce que ton déploiement, tu ne gères pas tout le temps sur quel serveur ça va. Fait que la dernière chose que tu veux, c'est des procédures de setup, de configuration de serveur où tu as une partie manuelle qui est faite. OK? Ça veut dire que tu prends un ensemble de serveurs, puis les Snowflake, donc ça veut dire flocons de neige, il n'y en a pas 2 pareils. Ah, OK. OK? Ouais, il n'y en a pas 2 pareils. Fait que là, tu te ramasses que tu as mis en place du monitoring dans tes fonctionnalités, sachant que tu aurais une version X du système d'exploitation, puis certains paramètres sur ton serveur qui rouleraient. Puis là, d'un coup, ça se met à planter sur l'autre, puis tu comprends pas pourquoi. Ils n'ont pas la même patch, ils n'ont pas la même version. Ils n'ont pas la même version, parce qu'il y a quelqu'un qui est allé jouer manuellement dans les paramètres du système. Bon, OK. Puis là, tu dis non, arrête de faire ça. Là. Donne-moi ta main, je vais prendre une règle, je vais taper dessus. Donc, c'est une façon de faire du changement. Tac, 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 une tape ses doigts. Donc, douleur corporelle, ça peut aider. Ouais, OK, je vois très bien. Un autre des 6? Je sais pas. Ah oui, ben c'est ça, c'est que c'est qu'en DevOps, la plupart du temps, tu n'es plus en mode projet. Oui. Tu es en mode développement de produit. Puis là, ça te prend un réel product owner, mais non, tu as un project owner. Oui. OK? Fait que là, il essaye de driver ton développement logiciel comme si c'était un projet plutôt qu'un continuum. Et c'est comme, oui, c'est correct DevOps, là, mais ça nous le prend pour telle date. Puis là, il commence, tu sais, les mêmes comportements de quand on est en mode projet sont perpétués parce que souvent, cette personne-là, malheureusement, c'est encore un problème de mesure. Ah, ça revient toujours à ça. On y attribue bonus et augmentation de salaire parce qu'il a réussi à livrer son projet dans les temps. Ouais. Bon, et là, ça vient encore là. Ça nous mène à des comportements indésirables. Ça, c'est un gros antipatron. Oui. Très, très, très présent. Beaucoup encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis, ben, on a, dans notre présentation du 28 novembre, c'est ça. On a préparé
6 antipatrons. OK. Donc, on pourra... je vous invite à venir voir notre présentation. Oui, allez voir ça. Tu te souviens-tu de l'heure? J'ai apporté l'agenda ici. C'est pas un atelier, hein, c'est une présentation. C'est une présentation. Elle est de bonne heure le matin. Donc, moi qui est une personne du soir, je vais être en décalage horaire. En fait, c'est à 10 h. À 10h15 dans la salle 515 BC. Et voilà, donc, mais il n'y a pas un keynote avant? Oui, il y a un keynote avant. C'est pour ça que c'était à 10h15. C'est ça. Ouais. Donc, moi, il faut que je sois là tôt, là, genre à 8 h le matin, là, pour être sûr. Hein, c'est ça. Fait que Jean-Marc et moi, on a décidé, pour le moment, en tout cas, ça risque, on va se pratiquer là, dans les semaines qui vont suivre. Mm-hmm. Mais on a décidé qu'on ferait ça sous forme un petit peu de questions-réponses. Donc, ça veut dire que mon rôle à moi va être de poser, tu sais, les petites questions innocentes. Là. Mm-hmm. Comme je fais aujourd'hui, là, comme je fais présentement. Un petit peu. Puis Jean-Marc va répondre. Donc, on veut vraiment avoir sur scène en avant une bonne interaction entre nous deux pour rendre ça vivant. OK. Puis aussi pousser certains exemples par l'absurde parce qu'on aime beaucoup l'humour absurde. Oui. Donc, ça pourrait être assez rigolo.